Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, t'as la forme ou quoi? Salut Rudy, ça va. Alors là je suis en stage immersion chez Rudy et donc je confirme qu'il mange un saladier de riz et 3 œufs au plat. 4 œufs au plat tous les matins. Pendant que je bois mon eau citronnée pour me revigorer de l'intérieur. Alors ça marche? Est-ce que c'est détox? Je sais pas si c'est détox, mais pour parler plus sérieusement, le truc de boire un verre d'eau légèrement citronnée après s'être levé, je l'ai déjà lu plein de fois. Soi-disant, ça réveille l'estomac, enfin peu importe. Et c'est pas désagréable. Donc j'ai pris cette... Mais tu bois beaucoup de verres d'eau, j'ai l'impression. Il y en a combien de citron? Il y en a moins 10, non? Ça, peut-être que j'abuse un peu trop du citron. Je suis peut-être un peu drogué à l'eau citronnée. Et vas-tu tenter une désintoxication du citron? Ah mais attends, tu fais du teasing pour ce qui arrive après. Donc alors, aujourd'hui, Rudy, dans ma besace, donc j'ai pour toi la détox smartphone, la marche rythmée, ou le deuil du corps chez le sportif. Tu peux avoir les trois dans l'ordre que tu veux, parce que je suis un type sympa, alors tu choisis. Alors, pour tout vous dire, moi je suis au courant de tous ces sujets, puisqu'il m'en parle à longueur de journée, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le deuil du sportif, Fabrice. Ah non, le deuil du corps du sportif. Parce que qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Ouais, alors soyons un petit peu sérieux. Donc, ce qui se passe, c'est que... quand on est très investi dans le sport, comme vous pouvez l'être si vous pratiquez la musculation en étant passionné de musculation, ou n'importe quel sport en étant passionné de musculation, même sans faire de compétition ou sans faire les Jeux Olympiques, dès lors que vous avez organisé votre vie autour du sport, d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si vous étiez un sportif de haut niveau, entre guillemets, dans la tête, dans le sens où tout est organisé autour du sport. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que si, pour une raison X ou Y, par exemple, si vous avez eu une lombo-sciatique paralysante, et que finalement, vous ne pouvez plus pratiquer votre sport dans les conditions que vous pouviez le faire par le passé, et c'est le cas, par exemple, d'un sportif de haut niveau, soit qui doit arrêter sa carrière alors qu'il aurait voulu continuer parce qu'il devient trop âgé, genre, il a 40 ans, je ne sais pas moi, et il est trop âgé, il peut plus performer, donc lui il voulait continuer, mais il est forcé d'arrêter, ou soit il a eu une blessure, et du coup, il est forcé d'arrêter d'un coup, et il n'a pas eu vraiment le temps de se préparer psychologiquement à l'arrêt du truc, et donc ça peut se passer éventuellement pour nous, si on estime que de temps en temps on peut être dans un état de sportif de haut niveau, et en gros, il y a toute une phase où le sportif, l'athlète ou nous-mêmes, on va être un peu tristouille. Parce qu'en fait, on a une remise en cause complète de notre mode de vie qui était complètement basé sur le sport en question, par exemple. Et d'une part, on peut plus le pratiquer dans les mêmes conditions. Et puis, d'autre part, il y a des tas de changements identitaires qui se passent, que Rudy connaît très bien, vu qu'il lit tout sur tout, Rudy. Et donc, notamment, on était connu, par exemple, Fabrice, c'était Fabrice le sportif, ou Fabrice Superphysique. Voilà, Fabrice Superphysique le sportif, ou le fameux Fabrice qui fait de la corde à sauter, le fameux. Le regard plaisant. Le plaisir du regard. Le plaisir du regard. Ça, c'est une autre anecdote. Et donc, du coup, non seulement on arrête le sport, donc ça c'est une chose, donc ce qui veut dire qu'on bénéficie plus des endorphines et tout ça qu'on avait avec le sport. En plus, on se retrouve avec tout du temps libre qu'on sait plus trop comment occuper parce qu'on avait l'habitude de faire du sport étant donné qu'on avait organisé toute notre vie sur le sport.
Et en plus, il y a donc l'identité qui est modifiée vis-à-vis du regard extérieur, vu qu'on fait plus de sport, donc on n'est plus connu comme le fameux Fabrice qui était sportif. Et en plus, dans le cadre particulièrement de la musculation, mais c'est vrai pour d'autres sports, on subit une transformation corporelle, et donc du coup, on a une perte d'identité de tous les points de vue, corporel, psychologique, y compris dans le tissu social. Pour les sportifs de haut niveau, parce qu'ils avaient l'habitude de faire plein de stages, ils étaient entre sportifs de haut niveau, etc. Et donc vous imaginez bien que quelqu'un qui a l'habitude de faire des stages avec les meilleurs sportifs de France de sa discipline, qui tout d'un coup va aller travailler dans le rayon je sais pas quoi de décathlon, forcément il subit un petit choc social aussi. Et donc tout ça prend du temps. Et si jamais on n'a vraiment plus du tout la possibilité de revenir à l'état antérieur, il faut faire ce qu'on appelle le deuil. Et c'est vraiment le mot qui est employé. Il faut passer par une phase de deuil de son ancienne vie, entre guillemets. Et quand on perd un être cher, en général, je crois que la phase de deuil, on dit qu'il y a 6 mois où il est pas anormal, en gros, de plus avoir goût pour la vie, etc., d'avoir un petit état dépressif et tout ça. Mais quand ça commence à dépasser les 6 mois et qu'on est vraiment toujours 6 pieds sous terre, mentalement en tout cas, on appelle ça un deuil compliqué, en fait, quand ça commence à dépasser 6 mois. Et des articles que j'ai lus chez le sportif de haut niveau, effectivement, il peut arriver que les sportifs de haut niveau qui subissent un arrêt prématuré non anticipé, ils aient une phase de 6 à 12 mois où ils sont pas très en forme et pas très bien. Et voilà, pendant cette phase-là, ils vont essayer de réinvestir de nouveaux champs de vie, réorganiser un peu leur vie et tout ça. Et donc, si on se souvient, par exemple, de David Douillet, donc lui, je sais pas s'il avait été en dépression ou quoi après son judo, mais lui, il est rentré dans la politique. Voilà, il faut investir un nouveau champ, ça prend un petit peu de temps, surtout si on n'était pas, surtout si on avait tout mis pour le sport. Et donc voilà, et en fait, il s'est avéré que votre serviteur, sans du tout être un sportif de haut niveau, etc., il a vécu un petit peu les mêmes phases que j'ai vues écrites dans ces documents là de psy autour du sportif. Et donc là, on en est à 10 mois après mon opération. Donc on est déjà mine de rien, c'était en novembre. C'était en novembre. Et donc du coup là la transition est en train de s'achever petit à petit. Voilà, j'ai fait un peu mon deuil entre guillemets. Et donc j'accepte mon nouveau corps, j'ai plus honte de moi quand je me rase devant la glace, etc., etc. Mais donc il a fallu une transition, exactement comme pour les sportifs de haut niveau. Et maintenant, quand il y a quelqu'un qui me dit dis donc c'est longtemps que je t'avais pas vu, dis donc qu'est-ce que t'as maigri, ça me fait rien. Alors qu'avant j'aurais eu un petit choc identitaire. Là ça va. Je peux même me mettre torse nu devant la gonzesse de Rudy sans avoir honte, alors que Rudy fait 30 kilos de plus que moi. Donc tout rentre dans l'ordre petit à petit. Voilà, c'est un nouveau Fabrice apaisé maintenant. C'est quoi l'ordre? Tout rentre dans l'ordre en ce sens que mentalement, je suis à la fin de la transition. Je suis passé par les étapes classiques, la déni, colère, acceptation et tout ça. Et maintenant, je vais me diriger tranquillement vers d'autres activités sportives. Et c'est pas grave si ces autres activités sportives ne donnent pas de pec ou pas de cuisses. Ça dépend. Jusqu'à combien t'es prêt à descendre en termes de poids avant de refaire de la muscu? Tu vois, là pour le moment, je suis à 72 kilos. Oui, mais là, on voit que t'es encore sportif, comparé à la plupart des gens, on voit que t'es musclé, tout ça. On voit, tu vois, comparé à tous les gens qu'on a vus au lac d'Aiguebelette. Donc, jusqu'où t'es prêt à aller? Je sais pas, justement, si je considère que ma transformation mentale est terminée, j'ai envie de dire, jusqu'où ça ira, en fait. En mangeant à ma faim et puis en faisant les activités sportives que j'ai envie de pratiquer, là, donc probablement de la rando, du vélo, de la natation, peut-être du paddle. En faisant mes bricolettes là, puis en mangeant à ma faim comme un vegan. À combien je vais tomber, ce sera le... Mais si tu descends à 58 kilos. Je pense pas, ça me semble quand même assez improbable. Si je me disais, allez, maintenant, je fais de l'ultra-marathon, là, ok, il est possible. Mais en faisant des espèces d'activités de triathlète, sans que ce soit dans l'ordre du triathlon, à mon avis, je pense... Ils sont forcés, donc sans spirit. Ouais, ou sans spirit, ça dépend des jours. Je pense autour de 70, ce serait pas normal. C'est ce que tu fais déjà? 72 là. Mais je pense que descendre à 70, puis après on verra. On verra ce qui se passe. Si finalement je croyais être guéri et je suis pas guéri, ou si finalement je me dis le Fabrice entre 40 et 60 ans, c'est plus le Fabrice entre 20 et 40 ans, et il a accepté que son corps change. Et alors, entre 60 et 80, t'as prévu de regarder des séries à la télé, je crois.
60. Alors écoute, je viens de faire peut-être terminer ma transition des 40. Je vais me laisser un peu de temps pour penser à celle. C'est la transition écologique en fait. Pour penser à celle des 60, si tu veux bien, mon cher Rudy. Et voilà l'histoire. Donc en gros, le seul truc, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que finalement, même sans être sportif de haut niveau, on pouvait subir un petit peu les mêmes chocs que le sportif de haut niveau quand on était très investi dans sa pratique sportive. Et je le dis pas que avec mon exemple, hein. J'ai discuté avec d'autres gens qui étaient un peu dans ce cas-là, voilà, la quarantaine, passionnés de course à pied ou de trail ou peu importe, et qui vivaient assez mal en fait leur baisse de performance, le fait qu'ils étaient très très loin, enfin qu'ils perdaient des places dans les compétitions et tout ça. Et donc voilà, eux aussi ont à faire leur transition, sachant qu'avec la muscu, c'est beaucoup plus dur en plus parce que c'est lié au corps, plus à toute une mythologie qu'on a créée autour de la muscu, où voilà, la muscu on contrôle tout, la muscu c'est la volonté, la muscu c'est le truc ultime, etc. Alors que tout ça c'est du bullshit, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement il faut gérer la transition corporelle, ce que n'ont pas nécessairement à faire d'autres sportifs où c'est moins marqué sur le physique. Voilà, quelqu'un qui, comme j'avais dit, quelqu'un qui fait de la course à pied, si son rythme de pulsation cardiaque il passe de 50 à 60, quand il se rase le matin, son rythme de pulsation cardiaque est pas écrit sur le miroir. Alors que quand vous arrêtez la muscu, chaque semaine, le miroir vous montre que vous perdez vos muscles. Hein, donc, faut être capable de le gérer, quoi. Ouais, l'histoire. Oui, non, mais après c'est. Justement, ce matin, quand j'étais interviewé en podcast par un petit jeune, il me disait voilà comment évolue l'entraînement, est-ce que tu peux pas le rendre moins traumatisant à terme, tout ça. Et effectivement, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc moi j'ai 10 ans de moins de Fabrice, donc c'est ce qu'on essaye de faire en réduisant les temps de récupération, en mettant plus l'accent sur on va dire le stress métabolique, voilà, le temps sous tension, que ça brûle, voilà. D'un point de vue prise de muscle, c'est beaucoup moins efficace, mais on a quand même à s'amuser comme ça. Mais il y a un moment où l'utilisation sans doute des poids libres avec des poids relativement lourds et même avec peu de récupération, en fait, devient plutôt néfaste, quoi. Donc après, il faut arriver à trouver du plaisir, et c'est ça qui est difficile pour nous qui sommes des adeptes du progrès depuis bien longtemps et qui encourageons les gens notamment qui débutent à progresser, à atteindre leurs objectifs. Et il y a un moment, quand tu as 10, 15, 20 ans d'entraînement, de se dire voilà, maintenant je peux plus progresser parce que si je continue à forcer, on sent que ça fait pas du bien. Donc sans forcément que on puisse plus bouger, mais on sent que ça fait pas du bien. Et on se dit bon, est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose qui fait pas du bien pour pratiquement rien gagner ? La vérité c'est que c'est non. Et deuxièmement, c'est comment continuer à garder du plaisir en s'entraînant sans que ça devienne un entraînement, comment on pourrait dire, peu ludique, quoi. Donc c'est ça aussi un truc qui est assez difficile à faire. Donc toi tu fais la transition vers le sans muscu pour l'instant, mais c'est pas dit je pense ne pas y revenir, mais c'est pas dit que tu y reviennes pas. Je sais pas, on verra. Je veux pas présager pour après me démentir, mais pour avoir discuté avec d'autres, j'avais discuté avec d'autres sportifs avec des gens qui étaient sportifs de haut niveau. Souvent, ils préfèrent abandonner complètement l'activité passée et réinvestir un champ complètement nouveau pour éviter de vivre dans le passé et d'avoir la comparaison. Voilà, et d'avoir la comparaison. Et finalement, c'est un peu plus simple. Surtout qu'au final, après, tu retardes un peu l'inévitable. Alors, tu te dis puisque voilà, plutôt que d'essayer de ralentir le fait de passer de 38 à 35 de bras, tu passes à 35 de bras d'un coup, puis tu passes à autre chose, et puis comme ça l'affaire est faite, puis tu réinvestis autre chose. Il y a plusieurs stratégies possibles. Me connaissant, ce sera probablement tout ou rien, donc il est assez probable en fait que j'arrête en fait. Ouais, c'est marrant parce que quand j'avais interviewé pas mal de kayakistes dans les secrets du kayak, donc avant que ça devienne les secrets du sport, que vous écoutez évidemment tous les mardis à 10h30, il y en a beaucoup, moi j'étais surpris qu'ils arrêtent en fait de faire du kayak après leur carrière. Et ça me surprenait parce que pour moi c'est une activité vraiment plaisir, même si j'ai de forcer, voilà. Et j'étais très surpris qu'ils arrêtent. Et il y en a d'autres qui continuaient, mais qui se mettaient à une autre discipline de kayak. Donc tu vois, t'as le kayak course en ligne vraiment sur du plat, t'as le kayak de surf, t'as le kayak de descente, t'as le kayak de rivière. Et donc en fait, ils investiguaient une autre discipline apparentée au kayak. Mais beaucoup arrêtaient complètement parce qu'en fait, ils disaient on perd nos sensations, ils perdaient leur gainage, t'as vu l'équilibre. Tout à fait. Voilà, ils perdaient un peu ça, donc en fait, ils glissaient beaucoup moins. Et ils disaient c'est beaucoup moins plaisant. Et donc ils arrêtaient. Et au début, je trouvais ça très très surprenant. Je me dis attends, ils en ont fait 20 ans, c'est le plaisir quand même. Et en fait, non, le fait de pouvoir se comparer à ce qu'ils étaient auparavant les déprime, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ou voilà, alors imagine, je sais pas, toi tu fais du développé couché à 100 et quelques, à un moment donné, si tu dois descendre à du développé couché à 80 kilos, tu vas te dire, autant arrêter le développé couché, tu vois. Bref, il y a plusieurs stratégies. Non, à 80, moi ça m'irait aussi. Si j'ai 60 ans que j'en fais à 80, ça me va. Oui, voilà, mais bon, si tu fais du à 80 à 45, tu vas te dire, bref.
Donc voilà, c'était pour cette parenthèse. Je te laisse compléter si tu veux. Non, mais c'est assez intéressant de voir ces transitions. C'est sûr que, en fait, ce qui est assez perturbant, c'est qu'effectivement, on n'a pas été sportif de haut niveau. Donc là, c'est ton cas, Fabrice. Moi, c'est pas encore mon cas, mais t'as pas été sportif de haut niveau. Mais en fait, on avait une rigueur et une hygiène qui ressemblaient à celle d'un sportif de haut niveau. Moi, je dis souvent rigolant qu'on est sportif de bas niveau, mais tu t'entraînais tous les jours, ou pratiquement, plusieurs heures. Il y avait l'alimentation qui suivait, l'hygiène de vie, tout. Et c'est sûr que c'est une dérive, mais en même temps, c'est une dérive avec le recul dont on savait qu'on allait payer le prix un jour, mais pas autant, peut-être. Ouais, enfin moi je l'ai pas présenté comme ça, Rudy. Je pense qu'en fait ça peut s'appliquer dès lors que tu bases ta vie sur l'objectif sportif. On pourrait imaginer quelqu'un par exemple qui travaille 40 heures par semaine, voilà, qui part de la banlieue et puis qui finalement, par exemple, qui consacre son week-end à son sport. Voilà. Et ben en fait, s'il base tout son loisir sur le sport ou voilà, s'il investit complètement le sport, tout son temps libre et tout ça, on peut dire que d'une certaine façon, c'est pareil, c'est le même principe que le sportif de haut niveau, même s'il a pas nécessairement ton hygiène ou ta discipline. C'est plus l'objectif de vie quand il est centré que là-dessus. Moi, c'est comme ça que je l'avais présenté. Mais bon. Ok. Alors, je crois que tu as une autre actualité, c'est la marche. La marche sportive. La marche en pleine conscience. Tout de suite, il présente ça comme si c'était ridicule. C'est révolutionnaire. Ouais, non. C'est comme la catastrophe ou le miracle. Pour ceux qu'on la rêve. T'as la rêve ou pas? Non, C'est dans les trois frères. Avec le détache tout. Alors c'est révolutionnaire, monsieur Pierre Bellemare. Alors, en fait, j'ai essayé d'introduire le truc un peu plus positivement que toi, Rudy. Alors, ces temps-ci, il y a eu il y a eu un espèce de regain de techniques de respiration, voilà, avec je sais pas quoi moi, le yoga ou la méditation, tout ça, voilà, apprendre à mieux respirer. Il y a eu un espèce de petit courant là qui est revenu à la mode, alors qu'avant tout le monde s'en foutait, mais là ça revient un peu. Et souvent, il y a des rythmes respiratoires qu'on nous donne. Donc j'avais parlé de la cohérence cardiaque, là où on est censé inspirer en 5 secondes, expirer en 5 secondes. Ça pendant au moins 5 minutes et au moins 3 fois par jour. Et il y a beaucoup d'autres rythmes. Comme d'habitude, tout est toujours compliqué. Donc t'as la respiration carrée, t'as machin, t'as des tas de chiffres. Et déjà, à la base, le problème que ça pose, ce truc-là, c'est simplement comment on fait pour compter les secondes. Alors effectivement, on peut faire avec une application. Avec un smartphone. Voilà, et du coup, t'as encore le nez dans le smartphone. Donc tu peux faire avec le smartphone pour entre guillemets chronométrer puis avoir des bips. C'est comme ça que je me suis entraîné entre guillemets à débuter la respiration en cohérence cardiaque. Et après, j'ai essayé de compter dans ma tête. Et mais le truc, ce dont je me suis aperçu, c'est que au fur et à mesure que je me détendais, les secondes dans ma tête étaient de plus en plus longues. Et donc à la fin, à la place de faire 5-5, c'était plus peut-être 7-7. Et donc ça part assez vite, de mon point de vue, en cacahuète. Alors si en plus on doit faire des rythmes qui sont absolument tout compliqués, là, du style, je dis complètement hasard, 5-3, 2-6, allez compter tout ça dans votre tête, c'est bien compliqué. Et du coup, quand des fois je vois des livres qui sont entièrement basés sur la respiration avec je ne sais pas combien de techniques de respiration, des fois je me dis déjà la base c'est de réussir à compter. Et déjà moi ça, j'arrive pas. Donc ça pose problème. Et du coup, ça me fait ma transition vers la marche dite afghane, en fait, donc la marche rythmée telle que l'a expliqué un monsieur qui s'appelle Stigler, je crois, dans les années 80 en faisant un livre. Et lui, c'est très simple, c'est pour ça que j'aime bien quand c'est très simple. Lui propose en fait d'ajuster sa respiration sur les différents pas qu'on va faire en marchant. Du coup, il y a encore besoin de compter dans sa tête au début, mais comme c'est basé sur les pas, il y a plus cette histoire de savoir si on compte à la seconde près ou si notre seconde c'était 1 seconde 5 ou 0,5 ou quoi que ce soit. Et donc déjà c'est beaucoup plus simple. Et puis comme déjà on est assis toute la journée, si en plus pour méditer faut encore être assis ou pour faire sa respiration en cohérence cardiaque faut être en tailleur et tout ça, encore on est assis, c'est un peu pénible. Alors que là avec son histoire de marche rythmée, du coup on marche et en même temps on fait la respiration. Et donc le livre est très très simple à résumer, donc je vais le résumer simplement. La technique de base, c'est 3-1-3-1. Alors Rudy, je te passe la parole, qu'est-ce que ça veut dire 3-1-3-1 ? Vu que tu m'as écouté toute la semaine avec attention, tu vas pouvoir nous expliquer. J'ai pas trop écouté sur la respiration, mais... Alors 3-1-3-1, qu'est-ce que ça peut être ? C'est inspiration, expiration. Voilà, donc c'est on inspire sur 3 pas,
On retient sa respiration au 4e pas, on expire sur 3 pas et on retient sa respiration, donc poumon quasi vide, au pas suivant. Donc ça fait sur 8 pas. Donc au début, il faut tout compter. Donc vous allez compter 1, 2, 3 dans votre tête. 1, 2, 3, j'inspire. 4 pauses. 1, 2, 3, j'expire. 4 pauses. Et puis on répète ça, voilà le processus. Donc c'est toujours par le nez. C'est important que ce soit par le nez et pas par la bouche. Et en gros, l'intérêt de la chose, c'est que la marche devient, je sais pas comment dire, ça devient une espèce de marche énergisante. On a l'impression qu'on est fait pour faire ça, c'est-à-dire qu'on est fait pour marcher avec un rythme de marche peut-être un rythme respiratoire peut-être un peu plus lent que ce qu'on a l'habitude de faire quand naturellement en tant qu'homme moderne occidental qui est habitué à toujours être assis puis à pas beaucoup marcher. Et en plus ça évite d'avoir des fois des pensées parasites qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, et du coup bien qu'on se concentre au début sur le fait de compter, et finalement on est assez attentif à ce qui nous entoure, ce qui est pas désagréable. Et donc c'est plutôt sympa, je teste et pour l'instant j'aime bien. Et alors il y a une petite subtilité, si jamais vous montez une côte, vous allez voir que ce rythme-là 3-1, 3-1, on est un petit peu essoufflé, ça colle pas. Mais le monsieur Stigler avait tout prévu et il propose un autre rythme, cette fois-ci le rythme 3-0-3-0, où cette fois-ci on va inspirer sur 3 pas et expirer sur 3 pas, et on fait pas de pause après l'inspiration et après l'expiration. Et si la côte est très difficile, et cette fois-ci on fait 2-0-2-0, et lui présente ça comme un changement de vitesse. Et c'est comme ça que je le vois du coup quand je fais ma petite marche, puis que ça monte, je dis allez, je change de vitesse et hop, je change de rythme. Et en fait, ça marche très bien finalement. Une fois qu'on a fait un petit peu, on trouve ça bien naturel, bien agréable, et on a même le rythme de marche qui s'accélère tellement on est content de marcher avec ce qui semble être la bonne respiration. Et du coup, c'est très simple. Et puis, je pense que les marketeurs modernes pourraient appeler ça une espèce de marche méditative, une marche respiratoire, voilà, ou marche énergisante, ou tout ce que vous voulez. Et donc c'est simple à essayer, je vous invite à tester pour ceux qui veulent tester. Après il y a une autre subtilité il y a 2 autres rythmes dans le livre, mais comme je les ai pas encore testés, j'en parle pas. Ce sera dans plusieurs semaines. Voilà l'histoire de la marche que je vais pas appeler afghane parce que j'aime pas ce mot-là. Même si lui, il dit qu'en fait il était en Afghanistan et il a vu qu'il y avait des caravaniers afghans, donc des gens qui portaient des choses, tout ça, ils se déplaçaient, et il a vu que naturellement ils avaient un rythme respiratoire assez lent, et il dit qu'en fait il a pu analyser leur rythme respiratoire parce que des fois il faisait froid ou il faisait humide et il pouvait voir l'air qui rentrait et qui sortait de la bouche. C'est toujours mythologique. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'il aurait inventé le truc entre guillemets. Et voilà. Et en fait, le livre n'a jamais été en Afghanistan, a tout inventé de A à Z. Non, je sais pas ça. En tout cas, pour essayer ces rythmes, on voit que le type a essayé puis que c'est du solide, parce qu'effectivement, quand on suit ce qu'il dit, ça colle assez bien aux choses. On est content de respecter ce qu'il dit, en fait. Donc voilà. Donc je récapitule. 3-1, 3-1. Et si ça monte 3-0, 3-0 ou 2-0, 2-0, on change de vitesse. Et voilà. On imagine que le 3-1, 3-1, je sais pas, c'est comme si on était en 3e. Le 3-0, 3-0, c'est comme si on était en 2e. Et puis, le 2-0, 2-0, c'est comme si on passait la première, voilà, pour monter la côte. Et puis après, quand ça descend, on redescend les vitesses. Ce qui est assez fou quand même, c'est qu'on soit obligé de réapprendre à respirer. Ouais, c'est dingue. En fait, c'est plutôt ça qui est incroyable. Qui moi m'ennuie un peu dans ces trucs-là. Alors même si je me suis beaucoup intéressé à la respi, c'est qu'on soit obligé de conscientiser le fait de respirer, parce qu'en fait notre rythme de vie actuel nous a complètement déconnecté de la bonne respiration. Exactement. Et nous a fait un peu halter comme un chien, quoi. Ouais, et tu connais l'histoire de l'apnée des mails là, où quand tu consultes tes mails, t'as tendance à te mettre en apnée. Oui, mais moi ça m'arrive des fois. Ouais, moi ça me le fait aussi en fait. Je me dis merde, je suis en apnée. Ah ouais, t'es en train de regarder tes mails. Même les mails en fait, faut faire gaffe, ça te pourrit. Ouais, regarde, c'est comme en muscu, cette semaine au Super Physique Gym, on a vu Flo, et tu dis putain mais t'as fait toute ta série de développé couché en apnée. Ouais. Et donc moi c'est un truc contre lequel maintenant je lutte, mais pendant des années je faisais toutes mes séries presque en apnée le plus possible pour faire bloc, pour rigidifier. Et maintenant j'essaye d'être un peu plus fluide, et je dis souvent à mes élèves détends le visage, respire, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a perdu cette capacité à respirer librement et naturellement, et on respire comme des sagouins quoi en fait. On respire comme des sagouins, et donc c'est assez fou de devoir refaire ce travail alors qu'avant
J'ai pas l'impression que... c'est pour ça que je rechigne un peu à faire ce boulot-là en marchant, parce que je me dis, mais attends, calme-toi, respire doucement, et puis voilà. Oui, oui, on peut le voir comme ça, ou on peut se dire que justement, comme marcher c'est une activité très simple, c'est l'occasion de faire deux activités très simples. Mais alors que bon, si tu te mets à méditer, voilà, encore une fois, à nouveau t'es assis, c'est un peu chiant. Donc non, cette marche là, c'est pas mal. Donc j'investigue, et puis ah oui, j'ai oublié un sujet quand même avec la marche. Alors, pour ceux qui en ont marre de compter, il a prévu un truc tout à fait sympathique. Parce que si vous en avez marre de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dans votre tête, il y a la possibilité de remplacer ça par des mots magiques. Alors, c'est pas lui qui emploie le mot magique, c'est moi qui emploie le mot magique. Et donc, l'idée, c'est que vous trouvez un mot en 3 syllabes, par exemple, si c'est le rythme 3-1-3-1. Et en fait, vous allez caler vos pas sur les 10 syllabes. Et du coup, on peut associer ça avec une espèce de méthode couée où on va trouver un mot magique et puis on va le répéter pendant la marche. Alors par exemple, Rudy, pour toi, un mot magique bienveillant, hein? Bienveillant serait un bon mot pour toi. Donc à la place de faire 1, 2, 3, tu ferais dans ta tête bienveillant, bienveillant. Et avec un peu de chance, au bout de 10 jours de marche afghane, eh ben tu deviendrais un être bienveillant. C'est déjà trop bienveillant. Déjà trop bien. Alors moi au début je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme mot. Alors à un moment donné je me suis dit je vais dire je suis fort. Comme ça je vais devenir fort. Puis après je me suis dit mais je dis merde, je viens pas fort. Je me suis dit mais maintenant je fais plus de muscu, ça me sert à rien d'être fort. Donc je suis fort, ça n'allait pas. Et du coup j'ai trouvé positif. Je me suis dit positif c'est bien, voilà, c'est 3 temps, donc positif. Et voilà, je teste avec positif. Et donc tu répètes ça des milliers de fois. À bout d'un moment, pour être tout à fait honnête, à bout d'un moment, je suis un petit peu lassé. Et, des fois, je reviens à 2, 3, où j'essaye d'arrêter de compter, puis de voir ce qui se passe avec la respiration. C'est sûr que si vous faites une randonnée de 8 heures et que vous vous dites positif pendant 8 heures, soit vous serez super positif, soit vous serez dégoûté à jamais de la marche dite afghane. Et alors, lui, dans son bouquin, il proposait je réagis. Voilà, donc il avait mis ça, mais il y avait plein d'autres exemples. Donc voilà, moi je suis très content avec mon positif. À vous de trouver d'autres mots. Une idée de mots, Rudy, puisque tu es trop bienveillant et trop positif. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, comme mot en 3 syllabes. Putain, en 3 syllabes. Il a pas eu le temps de réfléchir, alors ça va faire un blanc dans le micro. Donc je sais pas trop. Ouais. Vegeta. Tu pourrais dire Vegeta. Voilà. Puis comme Sangoku. Sangoku. C'est bien ça, Sangoku. Sangoku, Vegeta. Et Krillin ça marche pas. Alors Krillin ça marcherait mais dans les côtes quand t'as le rythme 2-0, 2-0. Broly. Tu dois accélérer. Broly. Voilà, génial. Allez, je pense qu'on a fini sur ce sujet-là. Hein. On va pas boucler plus là-dessus. En fait, c'est quelque chose qui s'essaie tout simplement. Alors, comme d'habitude, hein, tout est compliqué. Donc, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur la marche afghane maintenant, alors que le livre originel est très court, comporte déjà pas mal de répétitions et peut être résumé en une page. Mais voilà. Alors, quel est le 3e sujet? Il y avait un 3e sujet, tu m'avais dit. Il y avait le deuil sportif, il y avait la marche. Il y a la détox. La détox. Ah oui, la détox. La dernière fois, j'avais raconté que j'avais été happé par le smartphone et que du coup, je repassais à ma vie d'avant. Qui n'était plus basée sur le smartphone et tout ça. Et puis j'en ai profité aussi pour essayer de tenter la détox dopamine. Et donc là ça doit faire une bonne semaine au moins que j'ai pu écouter de musique, ni de podcast, ni rien. Donc ça veut dire que du coup toutes mes marches sont silencieuses. Ça tombe bien vu que comme ça je fais le truc positif. Mais ça veut aussi dire que dès qu'il y a un temps mort dans ma vie maintenant, je ne prends plus le smartphone comme avant et tout. Et donc je suis reconfronté parfois aux petits ennuis et aux petits vides existentiels qui durent 10 secondes le temps qu'on s'y habitue quand tout d'un coup on n'a plus rien à faire. Et puis c'est pas très grave. J'ai réussi à tenir l'ordinateur 2 jours sans allumer l'ordinateur, mais après malheureusement le boulot m'a rattrapé. Et alors là où c'était intéressant, c'est que on va dire, c'est un peu comme les drogués. La première journée était un peu rude où je me disais l'actualité financière se passe sans moi, je suis pas connecté au monde. Et puis finalement, déjà le lendemain, j'étais un peu dédrogué, puis j'avais plus trop envie de regarder. Et du coup, j'ai rallumé l'ordinateur, mais en faisant des sessions dites Pomodoro, c'est-à-dire en chronométrant 20 minutes pour faire le plus de choses possible en 20 minutes et éviter. Et donc éventuellement, on fait plusieurs sessions de 20 minutes évidemment, parce que sinon on va pas faire grand-chose.
chose dans la journée. Mais ça évite que le temps se dilate et puis que tout d'un coup, genre, vous connaissez peut-être le truc, vous faites commencer par faire quelque chose sur l'ordi. Après, vous avez fait votre tâche, vous êtes entre guillemets un peu fatigué mentalement, puis ensuite vous allez aller glandouiller sur un site ou quelque chose. Et puis après, il s'écoule peut-être parfois 30 minutes avant que vous reveniez à une autre tâche productive. Et donc là, voilà, avec la technique Pomodoro, ça m'a aidé à me fixer un peu. On va voir où tout ça me mène. Donc en gros, j'ai donc passé le curseur dans le sens complètement détox. Et donc sans musique, sans podcast et tout ça. Je suppose qu'à un moment donné, je vais remettre le curseur au milieu et réécouter un petit peu de musique et de podcast. Mais pour le moment... retraite Vipassana, ça te dirait pas ouais. semaine, là. Non, mais ça... Je comprends que les gens puissent faire ça, mais d'une certaine façon, je trouve que bon, je vais pas dire que c'est de la triche, mais j'ai vu tous ces trucs-là, ces stages où t'es en déconnexion un petit peu forcée, mais justement, l'idée, c'est de réussir à le faire un peu, d'être capable de le faire dans la vie de tous les jours, parce que si pour supporter sa vie d'homme connecté, il faut aller 3 semaines en Inde chaque année, tu vois, ce serait quand même mieux d'être capable de le faire sans devoir aller en Inde ou aller faire des jeûnes intermittents sous la tente dans le Larzac, tu vois. Casanier, quoi. On doit pouvoir être capable de le gérer au quotidien, quoi. Donc, et puis alors sur le smartphone, le petit icône de mail, je l'ai mis sur la 2e page du smartphone. Ouh là là. Et ben mine de rien. Du coup, si jamais je reçois un message sur le smartphone, j'ouvre le smartphone, je consulte le message, et qu'après j'éteins l'appli message, et ben il y a pas le petit icône du mail pour me titiller. Et puis si tu dois déplacer l'écran pour aller chercher le mail, et ben du coup ça te rappelle à l'ordre que tu fais quelque chose que t'as pas nécessairement envie de faire, que tu vas pas être plus heureux si tu regardes tes mails à l'instant, que ça peut attendre un petit peu. Et moralité, le simple fait de l'avoir mis en 2e page, ça a contribué aussi à la détox. Donc ça c'est pas mal. Et donc voilà, je suis en pleine détoxication, Rudy. Et évidemment c'est le plus dur, c'est l'ordinateur, vu que c'est mon outil de travail. Le reste, ça se passe pas trop mal. Et puis sinon, après au niveau des balades et tout ça, je suis resté sur mon truc de ne plus chronométrer, de ne plus compter les kilomètres et tout ça. C'est pour ça que ce matin t'as mis plus d'1 heure alors. Bah ouais. Si j'ai vu, il rentre pas le type, il m'a dit 1 heure, je dis putain ça fait 1h30. Mais en fait là j'avais ma montre, mais comme j'étais plus tout à fait sûr de l'heure à laquelle j'étais parti, voilà. T'as mis plus d'1 heure, je dis putain mais il a dit 1 heure et ouais, c'est ça, je suis un homme détoxifié, et les hommes détoxifiés sont en retard. Parce qu'ils n'ont plus aucun respect pour les autres. Ils n'ont plus de chronomètre ni rien, ils sont en retard. Et donc voilà, donc l'expérience détox que je compte bien poursuivre. Et donc pour toute l'histoire, voilà comment un type comme moi qui était en mode Rocky 2, anti-technologie et tout, avait fini par être happé par le smartphone en 4 mois. Mais le comeback de l'ancien Fabrice revient. L'ancien fameux Fabrice va bientôt être de retour. Ah, avec le spirit. Avec le spirit. Pour tout vous dire, hier, on était avec Belette, avec des copains de la salle. Avec Belette, faut préciser que c'est un lac parce que ouais, c'est un lac. Et bref, et on était sur un bateau, ils ont une petite barque, et Fabrice a sauté dans l'eau, il a nagé tel un requin pendant au moins 500 mètres. On l'avait retrouvé. On avait retrouvé son spirit, il était à fond. Mais ça n'a pas duré jusqu'au bout parce que quand on était à moitié dans le noir, il avait pas vu qu'il y avait un bon kilomètre 5 et il était parti comme une bombe. On aurait cru Yann Torp. Mais bon, il a pas tenu, mais il avait l'œil du tigre, il était en lui, il n'est pas encore mort et on va bientôt le revoir, je le sens. Pendant quelques minutes, je suis passé en mode apaisé à en mode allez, on y va, nageur de combat. Je vais aller poster des quoi. Bah non, je vais pas mettre des bombes dans le lac, c'est pas très bien vu que je mets dans le lac. Je sais pas ce qu'on peut poser de manière positive dans les lacs quand on est un nageur de combat. Pas dans le lac. Des balises antiterrorisme dans le lac, j'allais poser. Et oui, nage nocturne, c'était impossible d'y résister, donc voilà, j'ai plongé. J'avais pas nagé aussi longtemps depuis longtemps. Et aussi rapidement. Et oui. Il y a un point rapide que je voulais faire avant qu'on attaque des sujets un peu plus muscu sur l'application SP Training. Donc j'ai encore eu Pierre récemment. Donc on arrive vraiment à la fin des fonctionnalités qu'on voulait mettre dans la V3. Et normalement, donc là, si tout se passait bien, courant septembre, ça allait le faire. Et s'il y a des petits bugs, ce sera début octobre. Je suis attaqué en même temps par Belzébuth, le chien diabolique. Mais ouais, donc normalement, mi-septembre, début octobre, ça devrait être bon pour la V3 avec normalement la correction des petits bugs que certains m'envoient, qui sont pas méchants et qui n'empêchent pas d'utiliser l'application, mais surtout la personnalisation des cycles de progression, vraiment très très détaillé, une nouvelle interface. J'en reparlerai sans doute avec Pierre, on le fera venir sur le podcast pour qu'il parle de tout ce qu'il a fait, mais quand vous la verrez, vous verrez que il a pas travaillé dans le vide et que c'est plutôt pas mal. Moi aussi, je voulais faire un point parce qu'on avait
annoncé qu'on allait refaire la boutique Superphysique. Et comme prévu et comme j'en avais parlé dans le Leadercast, pour ceux qui suivent, qui sort tous les mercredis à 10h30. Bref, c'est toujours plus long que prévu. C'est toujours comme ça que ça se passe. Vous savez, on essaye de faire au mieux et on espérait avoir la nouvelle boutique pour septembre, et c'est pour ça qu'avec Fabrice on s'était donné rendez-vous chez moi au mois d'août pour bosser dessus, pour faire des articles, pour vraiment fignoler la nouvelle boutique. Et en fait l'agence prend plus de temps que prévu, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait imaginé. Enfin non, pas moi, j'avais pas imaginé que c'était plus enfin bref. C'était pas plus complexe. Non, si je savais que c'était compliqué, voilà, mais effectivement normalement, eux aussi savaient que c'était compliqué, mais comme d'habitude, ils n'ont pas tenu le planning, ma foi. Voilà, donc c'est plus long que prévu, donc la nouvelle boutique sera pas en ligne d'ici septembre, ça c'est sûr, mais on est toujours en phase pour faire une nouvelle interface, remettre à jour la boutique, même s'il y aura pas de nouveaux produits, on va dire, étant donné que la gamme est déjà sacrément développée, comme vous avez pu vous en rendre compte si vous avez fait un tour sur Superphysique Nutrition, où on propose les compléments qu'on prend en complément. D'ailleurs, Fabrice dit que je consomme beaucoup trop de compléments Superphysique. Ah mais oui, mais lui, il est nourri aux oléagineux Superphysique, lui, hein, il n'arrête pas. Et donc, du coup, je lui ai demandé même si on devait pas faire le riz Superphysique pour qu'il fasse des économies de riz aussi, mais... Bref, ça, en fait, on pourrait proposer des produits un peu type de ce qu'on peut trouver dans le Biocoop, vous voyez, des spaghettis, du riz ou des choses comme ça. Mais le truc, c'est que c'est des produits qui sont entre guillemets trop simples et on pourrait pas être compétitif en termes de prix par rapport à ce que vous trouviez, ce que vous pouvez acheter en vrac et tout. Notamment parce que le sachet entre guillemets coûte trop cher, si on peut dire. Le sachet qu'on propose pour emballer nos produits. Et donc, du coup, Rudy, pour le moment, tu vas devoir continuer à acheter ton riz parce que le riz Superphysique n'est pas encore prévu. Super, merci Fabrice, comme ça je vais continuer à aller faire mes courses, moi qui adore faire mes courses, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc maintenant on va répondre à quelques questions qui ont été posées sur les forums Superphysique, donc je les ai pas vraiment détaillées en tête, on est à l'ombre en train de faire le podcast avec... 36-15, t'as vite toi. Bien sûr, que t'es à l'ombre. Mais non, en fait on n'est pas devant l'ordi, mais j'ai noté quelques sujets que je voulais aborder avec Fabrice. Le premier c'est que il y a quelqu'un sur le forum qui m'a demandé est-ce que faire des mouvements en série courte en musculation aide à devenir meilleur en boxe? Fabrice, toi qui as vu tous les Rocky, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'aime pas trop intervenir sur ces trucs-là de préparation physique parce que j'y connais pas grand-chose, mais encore une fois, ce qui semble être le consensus, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de transfert entre ce qu'on fait en muscu, quel que soit le rythme des choses, et je sais pas moi, une pratique d'art martial ou même une pratique d'un autre sport. Donc je pense qu'en fait, faire du développé couché en série courte ne fera à peu près rien pour la boxe, comme de faire du développé couché en série de 20 reps, ça fera à peu près rien non plus. Et encore une fois, je sais pas, moi, regardez les gens qui font du MMA ou les trucs comme ça, ils ont des physiques tout pourris, et quand on voit comment ils s'entraînent dans les petits extraits, on les voit pas souvent faire du développé couché. Alors soit ils font du développé couché en cachette, en série très courte pour pas développer les pecs, ce qui expliquerait que du coup ils ont des physiques pourris. Soit ils font pas de développé couché et j'ai bien peur que dans bien des cas ce soit ça. Alors je dis pas que tout le monde n'en fait pas, parce qu'on voit des physiques où manifestement ils en font. Mais j'ai pas l'impression que ce soit l'alpha et l'oméga, parce que sinon tout le monde le ferait, et on voit bien qu'en fait c'est pas du tout le cas, quoi. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce truc de la muscu pour la pratique sportive. Des expériences qu'on a, puis des témoignages quand Rudy discute avec d'autres athlètes de haut niveau, quelle que soit la discipline, c'est que la muscu, c'est un peu la 5e roue du carrosse, quoi. C'est pas perçu comme utile, c'est perçu comme potentiellement pour se blesser, ça génère des courbatures, ça va niquer des entraînements. Dans les sports d'endurance. Au moins dans les sports d'endurance, mais bon, alors effectivement, peut-être que si vous faites du lancer de poids ou si vous êtes pistard, là, ok, la muscu va servir, mais en fait, pour la plupart des sports, ça sert pas à grand chose, la muscu, quelle que soit la filière énergétique qui est utilisée au moment où on fait la muscu, quoi. Donc bon, moi je pense que ça sert à rien. Après tu peux essayer si tu vois une amélioration, mais je pense que c'est inutile, voilà. Ouais, alors moi ce que j'ai répondu sur le forum et ce que je voulais préciser, c'est que en fait la question est un peu trop générale. L'idée quand on fait de la musculation pour un sport, c'est que cette musculation sert à compenser, entre guillemets, les déséquilibres que crée la pratique sportive. Donc c'est une approche un peu prophylactique. Il y a Fabrice qui s'occupe de gratter le chien en même temps. Bref. Dit préventive, prophylactique.
Oui, prophylactique, préventive, voilà, préventive. Et donc le but, voilà, c'est d'éviter de se blesser, de réduire en tout cas ses risques de blessure. Donc c'est comme par là que ça doit commencer. Ensuite seulement, on peut s'attaquer à un développement, on va dire, de préparation physique générale pour avoir entre guillemets une base athlétique. La base athlétique, je veux dire une connerie. J'ai interviewé récemment Florian Paillasson de Fit Process de CrossFit Genas, et par exemple lui en CrossFit il va avoir des benchmarks, il va avoir des mouvements ou des WOD pour dire voilà il faut tel niveau, et ensuite seulement on va aller vers du spécifique. Là c'est un peu pareil. On pourrait dire que si vous souhaitez être un athlète et faire du sport à plus haut niveau, il y aurait un niveau minimum requis avant d'aller vers du plus spécifique. Donc en fonction du sport, en fonction de la discipline. Voilà, moi j'ai déjà vu des exemples de kayakistes, je citerai pas de nom, mais pour qui faire du front squat barre à vide, c'était déjà difficile, alors que c'était à haut niveau. Donc ça c'est pas normal. Ça, d'un point de vue anti-blessure, c'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est, à mon avis, une des raisons pour lesquelles certains se blessent, c'est le manque de renforcement général et ce manque de préparation physique générale. Et ensuite seulement, on peut aller vers une tentative d'amélioration des performances, comme le demande notre ami sur les forums Superphysique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur www.superphysique.org puis forum, vous pouvez poser vos questions. Et là, après, on peut dire voilà, qu'est-ce que je peux développer avec la musculation que je ne peux pas développer avec mon activité physique, mon activité sportive. Donc la boxe, c'est souvent de l'explosivité, c'est du placement, c'est du cardio. Voilà. Est-ce que je peux améliorer mon cardio en faisant ailleurs? Sans doute que oui. Est-ce que faire de la force au développé couché, tu voulais te lever? Non, pas du Non. tout. Si je fais de la force au développé couché, est-ce que ça va m'aider à la boxe? Moi, j'ai du mal à y croire. Par contre, travailler sa vitesse, son explosivité, on va en parler après de l'iso inertielle. Mais voilà, ça, pour moi, ça a plus de sens que de faire de la force qui, en plus, souvent on apparente la force à des mouvements qui sont très 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 lents. Or, on est le reflet quand même de ce qu'on fait. Si on fait des mouvements très lents et que notre activité physique nécessite des mouvements très rapides, si on est très loin de sa période de compétition, ça peut se discuter, mais sinon, c'est vraiment pas un truc à faire. Ce qui nous intéresse dans les sports, c'est souvent cette montée en force, ce qu'on appelle le RFD pour ceux qui lisent un peu l'anglais, c'est cette capacité à vite produire de la force. Donc quand on ralentit un mouvement, je crois que c'est Ed Cohn qu'en parlait l'ancien powerlifter légendaire, qui disait que dès que ces répétitions ralentissaient, il arrêtait justement ces séries pour ne pas se cramer et rester proche entre guillemets du monde de compétition et voilà, pas se cramer nerveusement. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut raisonner en sport, c'est que l'idée c'est pas d'être le plus fort possible et de faire le tracteur, de monter les poids vraiment très 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 doucement, même si on progresse en force, comme pourrait faire Clément en force athlétique, parce que là le but c'est vraiment de monter la charge, alors que en sport, il faut que ce soit une musculation encore une fois préventive, préparation physique générale pour avoir une base athlétique, et ensuite une musculation, je pense, un peu plus spécifique pour aider la pratique sportive. Mais comme l'a dit Fabrice, si c'est pour faire de la musculation de type classique et avoir des courbatures, une musculation type un peu bodybuilding, comme pour prendre du muscle, je pense que la plupart du temps, en fait, ça fait plus de mal que de bien. Et ceux qui font par exemple du vélo, j'en parlais encore hier avec une fille qui est à ma salle, Chloé, qui avait fait un peu de cuisse. Ça fait longtemps qu'elle avait pas fait les cuisses, elle fait beaucoup de vélo, elle fait 500-600 km par semaine, quelque chose comme ça. Et elle disait voilà, la dernière fois j'ai voulu refaire des fentes à vide, du squat à vide. Et donc c'est une fille qui avait fait les Super Physique Games à l'époque quand je les organisais, qui faisait 95 au squat avant. Et hier je la vois à la salle et elle me dit je dis alors t'as refait un peu les cuisses? Elle dit ouais, la dernière fois j'ai voulu faire des fentes à vide, des squats à vide. J'ai dit j'ai pas forcé hein. Et elle me dit ça m'a fait des courbatures. 2 jours après j'avais mal sur le vélo et tout, ça me gênait pour pédaler tout ça. Je dis ouais, quand t'es plus habitué à étirer et puis que tu fais des mouvements qui étirent, là c'est sûr que ça t'aide pas. Alors dans un sens on pourrait dire oui, mais à terme ça pourrait peut-être l'aider à pédaler plus vite tout ça. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité du cyclisme, sur des longues distances, voilà, dès que ça dépasse 2-3 heures d'effort, la vérité c'est que ça sert pas à grand chose quoi. Voilà, ça sert à rien et c'est plutôt contre-productif. Comme là, m'en a parlé Chloé, comme je l'avais déjà remarqué sur ma petite pratique de vélo. Et là, pareil pour la boxe. Si tu es développé couché et qu'après t'as des courbatures aux épaules, t'es moins délié, t'es moins fluide et tu vas te prendre une patate et tu vas pas la voir venir quoi. Oui, sur la boxe, ce qui semble avoir passé l'épreuve du temps, c'est la corde à sauter. Les athlètes modernes semblent faire de la corde à sauter. En tout cas, on en a vu qui était sur YouTube là. J'ai oublié le nom du super athlète hyper connu boxeur qui était très bon en corde à sauter. On a vu des vidéos avec Mohamed Ali qui en fait, Mike Tyson en fait. Enfin, quel que soit que ce soit des poids lourds ou des poids légers, l'impression qu'ils font tous de la corde à sauter. Donc là, on se dit, là a priori, il y a pas de doute, si t'es boxeur, probablement faut faire de la corde à sauter en activité annexe. Ça semble s'imposer. Après, si on prend, voilà,
imaginons, donc moi je suis néophyte, je suis pas plus finalement meilleur que vous sur le sujet, mais regardons le geste du boxeur. Des gens, on voit qu'ils donnent souvent ils donnent des coups de poing en étant eux-mêmes en mouvement, c'est-à-dire que le corps n'est pas stable. Donc le corps est dynamique et le coup de poing est dynamique aussi. Et donc ça peut être par le bas avec un uppercut, par le côté avec un crochet, et en fait il y a tous des angles dans tous les sens. Et maintenant, comparez ça avec le développé couché. Le développé couché, c'est ça. Donc déjà, vous êtes couché sur un banc, vous avez tout le banc qui est rigide, le mouvement est bilatéral à la place d'être unilatéral, donc le corps est pas en mouvement, il y a que les bras qui sont en mouvement. L'angle, c'est toujours le même, vous avez le bras en extérieur, donc on pourrait dire, allez, en allant chercher très loin, on dirait que ça ressemble un tout petit peu à un crochet, quoi, mais le geste est même pas tout à fait bon. Faudrait peut-être qu'un développé couché avec haltère, ça se rapprocherait un petit peu, et encore, enfin, on voit bien qu'il y a pas beaucoup de similitudes, quoi. Et donc du coup, déjà, ça me semble même tirer un peu par les cheveux, rien que d'imaginer que ça puisse faire quelque chose, en fait, tout simplement. Tu vois, même sans rien y connaître, on se dit c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Donc du coup. Mais je sais pas pourquoi là on parle de développé couché, mais il parlait des mouvements de force global. Mais c'est vrai que le développé couché, c'est toujours un mouvement qui est un peu légendarifié. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que dans n'importe quel sport, moi je le vois aussi en kayak ou quoi, les mecs des fois font des concours de développé couché à chercher la blessure en fait, en levant les fesses, en cambrant exagérément, en rebondissant, en faisant du partiel, en faisant des trucs vraiment non maîtrisés, pour le plaisir d'être le meilleur au développé couché, en perdant de vue l'objectif principal qui est d'aller plus vite ou de progresser dans son activité sportive. Et donc je suis souvent surpris du développé couché, quoi, l'impact de ça. Et c'est vrai que nous aussi, tu te souviens quand on faisait la muscu à fond, moi maintenant ça m'inquiète un peu moins le développé couché, mais c'est vrai qu'on mangeait pour le développé couché, fallait dormir pour le développé couché, fallait pas aller en vacances pour le développé couché. C'était ça qui rythmait un peu tout le truc, parce que si t'allais en vacances, tu voyais que tu perdais tout de suite un peu de développé couché. Le reste perdait pas, le dos tu perdais pas, sur les mouvements de dos tu perdais pas, sur les mouvements de cuisse tu perdais pas, les mouvements de bras tu perdais pas, mais développé couché tu perdais toujours. Et dès que t'étais au régime tu perdais aussi. Donc en fait c'est vraiment un mouvement un peu satanique où en fait tout est rythmé ou organisé un peu par rapport à lui, alors que finalement c'est juste un mouvement parmi d'autres, et que j'ai envie de dire finalement, j'arrête pas de dire finalement, mais faudrait peut-être oublier ce mouvement et en faire un autre qui est moins impacté par tous les aléas de la vie, comme les autres exercices, et où en fait, t'aurais pas un moins bon physique, mais si on a une optique, en tout cas, musculation classique, quoi. Bon, j'ai pas trop d'avis sur le développé couché pour le développé couché, mais bon. Puisque tu parles de nourriture, tu te souviens, Rudy, j'avais dit la dernière fois que depuis que je faisais plus de muscu puis que j'avais perdu du poids, j'avais l'impression de manger 2 fois moins que je ne mangeais qu'avant, hein. Et alors, est-ce que j'exagérais ou est-ce que j'exagérais pas, puisqu'on a passé 4-5 jours ensemble, hein, tu vois? Et effectivement, Fabrice mange absolument rien. Vraiment, c'est je sais même pas s'il y a 1500-1600 calories. Franchement, j'ai du mal à y croire. Il y a vraiment rien. C'est des portions. Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression de faire un repas et de manger sa journée dans un repas. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment hyper léger. Et après là, comme tu fais pas de muscu, t'as pas le repère en fait. T'as pas besoin d'être énergique, d'être très énervé. Tu vois, y a pas ce truc nerveux. Donc c'est sûr que pour la plupart des activités, y a pas besoin de manger autant. Mais c'est vrai que la muscu, encore une fois, ça te pousse à manger pour être en forme pour tes séances, pour se développer couché, ou pour ces mouvements un peu mythiques. Alors que en fait, là, effectivement, vu ce qu'on fait, y a pas besoin de se suralimenter. Mais oui, tu manges pas grand chose. Ouais, donc j'avais pas menti. Et donc ce qui est bien, c'est que là, j'avoue, c'est vraiment un avantage. C'est qu'il faut reconnaître que devoir toujours organiser sa vie, quand on organise sa vie pour la muscu, on organise aussi ses repas pour la muscu. En fait, c'est corrélé, hein. Et du coup, dès qu'on s'absente, il faut penser à soit avoir le Tupperware, soit avoir un shaker. Tout doit toujours être pensé. S'il y a un trajet d'avion un peu long, il faut prévoir le trajet d'avion. Enfin bref. Tout est organisé autour de la diète pour la muscu. Et là, c'est vrai que du coup, comme j'en fais pas, je suis beaucoup plus détendu et je peux aller mettons que j'aille me promener, et j'emmène une banane et hop, ça me suffit, par exemple. Alors que si on est en mode muscu puis qu'on va se promener un petit peu longtemps, il faut impérativement emmener le shaker parce que tu te rends compte, pas de protéines pendant 3 heures, machin. Je vais avoir l'impression que mon estomac se mange lui-même, tout ça. Alors que là, c'est vrai que quand on n'a plus besoin de tous ces calories, faut reconnaître que c'est vraiment la détente, l'alimentation, bien moins de stress, hein. Pas besoin de tout préparer en kilos à l'avance. Donc voilà.
Ça, c'est un plus que je regrette pas, en fait, de pas. Et en plus, du coup, je peux manger beaucoup plus de légumes qu'avant, parce que avant, il fallait quand même garder entre guillemets de la place pour les féculents, alors que là, comme j'ai moins besoin de féculents, non seulement mes repas sont plus petits, mais en plus, il y a plus de chou-fleur, de machin. Voilà. Ça y va. On empeste la cuisine de Rudy avec le chou-fleur à peur. Voilà, du coup, en plus, il y a moins le stress si on peut parler de stress, de devoir manger plein de féculents. Et du coup, je mange plus de légumes. En fait, tout me semble plus naturel et plus simple, effectivement, en ayant moins de calories. Et maintenant, en plus, je peux me mettre torse nu tout le temps, parce que quand on fait de la muscu, faut pas oublier que 2 heures après chaque repas, on peut plus se mettre torse nu parce qu'on a le bide gonflé. Alors que là, j'ai le bide plat en permanence. Donc ça, c'est bien. T'as dû sauter dans l'eau parce que t'as le bide qui gonfle. Ouais, c'est ça. Alors que c'est vrai qu'avec la muscu, avouez qu'avec la muscu, en fait, on est surtout beau au saut du lit avant d'avoir fait le petit déjeuner. Et puis dès qu'on a commencé à manger sa platée de riz et de je ne sais quoi, et après pendant 2 heures, faut pas soulever de t-shirt, parce que sinon. Alors si on est au régime, un peu en déficit calorique, qu'on est en sèche, et là ça va. Oui, voilà, celui qui est en sèche. Mais alors celui qui est en prise de masse entre guillemets, vu qu'on déteste ce mot-là, en tout cas celui qui mange pour avoir ses calories de la journée, puis qui a besoin de 3000 à 4000 calories, faut reconnaître que souvent on a le bide un peu gonflé. Et, c'est pas une esthétique athénienne, faut reconnaître. Ou alors faut prévoir que le jour de la plage, tu manges un petit peu moins pour pouvoir ne pas avoir le ventre gonflé. Bref, c'est assez rigolo ça avec la muscu, c'est que finalement la muscu, donc t'es fort que 3 jours après ta dernière séance. Les 48 heures qui suivent ta séance, t'es pas fort. Les 2 heures qui suivent ta bouffe, t'as du bide. C'est un peu... il y a vraiment des heures dans la semaine où t'es bien en fait quand tu fais de la muscu. Mais tu prends des rendez-vous toi. Ouais, c'est ça. Toi-même tu dis là tu les photos. Ouais, c'est ça. Ou si tu veux faire un concours de pompe avec ton pote, faut que tu dises alors attends, je fais mon développé couché lundi, pas de problème, je te prends en pompe vendredi. Et encore. À 18h moins 5. 18h moins 5. Et encore, j'irai pas à fond parce qu'après j'ai mon développé couché, faut pas que ça me nique mon développé couché. Attention. Oui, ça gêne pas. Bref, donc un avantage de mon physique de 72 kilos, une fois que j'ai passé le cap de ressembler à comme tout le monde, c'est que je suis détendu au niveau de l'alimentation. Non mais quand même pas toi, comme tout le monde, t'abuses un peu. Le type abuse, il est pas du tout comme tout le monde. Il est pas du tout comme ça. Donc il abuse un peu, mais c'est vrai qu'il mange pas grand chose. Et tiens, j'avais une question parce que moi je mange pas mal de fruits, moins de légumes que toi. Et toi tu manges pas trop de fruits, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça, c'est parce que chez toi il se trouve que ça s'est goupillé comme ça, mais chez moi c'est plus équilibré. Mais cela dit, j'en reviens un peu des fruits. On a déjà eu ce débat là pas mal de fois d'ailleurs sur le forum Superphysique, ou même si vous vous souvenez de l'adage, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et je crois que Christophe Cario avait déjà fait un article sur le sujet. De mon point de vue, il n'y a pas une stricte équivalence entre fruits et légumes. Alors certes, les fruits sont plus sucrés, ça tout le monde l'avait compris, mais je trouve que les légumes se digèrent mieux que les fruits. Et j'ai remarqué que quand je mangeais beaucoup de fruits, je pouvais avoir parfois mal au ventre ou des trucs comme ça. Ce qui n'arrive. Là, t'étais sédentaire. Non, mais voilà, je trouve que les légumes se digèrent mieux. Et donc là, il se trouve que chez toi, il y a plus de légumes, donc je mange plus de légumes. Et sinon, les fruits, si j'en prends, c'est complètement en dehors des repas. J'ai remarqué que le truc classique, mettons crudité, plat et finir par un fruit, ça avait tendance à faire mal au ventre. Alors est-ce que c'est l'effet FODMAP ou je sais pas quoi, je n'en sais rien. Mais en gros, c'est fruits en dehors des repas et plutôt des légumes que des fruits si j'ai la possibilité, parce que je trouve que les légumes c'est entre guillemets meilleur, ça a l'air mieux. Voilà, c'est un feeling. À ce sujet, je suis en train de lire le dernier livre d'Anthony Berthoud, que j'avais interviewé dans je sais plus quel épisode des Secrets du Sport, qui était vraiment un super épisode que vous avez beaucoup apprécié. Et donc il m'a envoyé son dernier livre, qui est un très très gros livre d'environ 1000 pages. Donc ça peut faire peur, mais le livre est vraiment super. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre où j'apprenais des choses. Alors d'un point de vue concret, pour l'instant, ça ressemble malheureusement aux conclusions que j'avais mis dans mon guide de la sèche au naturel et le guide de la prise de masse au naturel en termes de pratique, mais derrière il y a vraiment toutes les explications, donc j'en suis à peu près à un tiers du livre, mais c'est vraiment un super livre. Il y en a qui cherchent des informations vraiment poussées, qui cherchent vraiment à comprendre les choses. En une lecture, c'est sûr que ça suffit pas pour tout retenir, et c'est vraiment un super livre, et donc il y en a qui ça intéresse d'en savoir un peu plus sur le sujet, je leur recommande vivement de se le procurer. C'est vraiment un top livre.
Ça me fait penser un peu à l'alimentation de la troisième médecine de Jean Seignalais à l'époque, mais en encore plus poussé. Donc le livre qui était notre référence au début des années 2000. Un peu exagéré, mais qui était challengeant. Voilà, il était challengeant. Bah, quand tout le monde l'avait lu sur le forum, plus personne voulait bouffer de laitage, de gluten, c'était des diètes très exclusives, hein. Je me souviens. Et Rudy, comment ça se fait que ton chien me préfère? Est-ce qu'il a détecté que j'étais vegan et apaisé? Non, je pense qu'il sent que t'es un peu féminisé. Comme c'est un mâle et que je lui cherche une femelle, et ben il doit se dire ah lui il est un peu efféminé. Oh, il en dit de la merde, lui, ce type. Pourquoi t'as pas plongé dans l'eau hier soir, Rudy, toi qui es un musculeux fonctionnel? Pourquoi c'est moi, l'apaisé, qui est plongé dans l'eau? Moi, je vais t'entraîner 2 fois déjà dans la journée, mon vieux. Eh ben, vous voyez, alors voilà, je savais qu'il allait répondre ça. Et donc, c'est ça qui est super. Donc, j'ai un athlète professionnel à côté de moi, mais comme il a à chaque fois ces 2 sessions de sport dans la journée, et ben, du coup, il ne peut pas se permettre d'avoir des bonus ou quoi que ce soit. J'ai pas envie. Et donc, moralité, on est le soir dans un lieu idyllique, et ben, il va pas faire la natation parce que il a eu ces 2 séances de la journée. Et moi, la journée, j'avais barboté dans l'eau. Ah, t'avais rien demandé, bah oui. J'avais barboté dans l'eau, mais n'empêche que du coup, le soir, voilà, moi, j'ai plongé. Après, Voilà. c'est une question d'objectif. J'aurais pu, mais pour faire quoi? Moi, je préfère être en forme pour mes séances, principalement. Voilà, c'est ça. Sinon, ça a pas de... Pour moi, ça a moins de sens. Il y a une dernière question que je voulais traiter rapidement parce que je vois que le temps passe assez vite. C'est la question de l'iso inertiel. On a eu une question là-dessus, de quelque chose qu'on rencontre souvent, de plus en plus sur les formes superphysiques, sans doute qu'on appelle ça aussi. C'est quelqu'un qui fait de la musculation depuis un petit moment et puis il se sent de plus en plus lent. Il sent, il fait de la muscu, il progresse, il est musclé, son aspect lui plaît, mais il se sent de plus en plus lent dans la vie et donc il se dit bah voilà, j'aimerais intégrer de l'iso inertiel. Donc j'avais fait un article là-dessus où j'en parle, ça s'appelle Comment devenir explosif en kayak, mais en fait ça peut s'appliquer à absolument toutes les disciplines sportives. Donc pour ceux qui veulent aller voir, il suffit de taper ça sur n'importe quel moteur de recherche. Et en fait, l'iso inertiel, c'est quand on va tirer sur, par exemple, on va mimer un rowing avec. Plus on va tirer, plus ça va être dur. Et ensuite, on va accumuler entre guillemets cette phase positive et on aura une phase négative très 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 dure. Et donc en fait, on peut jamais mettre vraiment de vitesse, même si on cherche à mettre de la vitesse. Et donc on gagne rapidement dans cette montée en force dont je parlais tout à l'heure, cette facilité à produire rapidement de la force. Et donc notre internaute sur les forums disait voilà, est-ce que si j'en rajoute à mon entraînement, est-ce que je vais gagner de la vitesse, comment faire tout ça? Ça te fait marrer? Ouais, ça fait marrer. Bah, la vérité, c'est que quand tu fais de la muscu, t'es un gros lent. C'est ça la vérité, t'es un gros lent. Non, mais t'es gros. Ouais, voilà, t'es gros. Alors tu looks sportif et c'est ça, mais c'est vrai. C'est pas il dit je sens que je suis lent. Ben non, c'est pas que tu sens que t'es lent, c'est que t'es un gros lent. T'es lent. On a tous constaté ça. La musculation, ça rend lent. Ça rend lent parce qu'on est habitué à pousser lentement, même si on essaye de pousser de manière explosive. Puis parce qu'on est lourd. Et quand on est lourd, on est lent. C'est pas plus compliqué, hein. Bah, moi, je me trouvais léger jusqu'à temps que tu me dises que j'étais lourd. C'est un petit peu lourd quand même, hein, Rudy. Mais, et donc c'était une bonne question parce que c'est vrai que, comme le dit Fabrice, nous, c'est quelque chose qu'on a marqué. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus sur la musculation au rang lent. Souvent, voilà, les préjugés, malheureusement, ils existent parce qu'ils sont assez vrais. Et donc, notre ami nous demandait, bah voilà, comment faire pour redevenir explosif, tout ça. Bah, c'est pas compliqué déjà. Il y a une base génétique. On est explosif ou on l'est pas. On est rapide ou on l'est pas. Et après, bah effectivement, c'est du travail en iso-inertie, si on a les capacités de se procurer une machine iso-inertie, sachant que ça coûte quand même un saladier, hein. Ça commence, si on en veut une bien, au moins à 1 000 € et puis à plus. Mais sinon, faire de la pliométrie basse, que ce soit avec le haut du corps, avec le bas du corps, faire des mouvements comme on disait tout à l'heure. Dès qu'on ralentit, arrêter la série. Donc ça peut être frustrant parce qu'on va plus du tout aller à l'échec. Mettre plus léger, faire des séances vraiment, comme il dit, un peu de transfert comme en préparation physique, où tu vas faire un peu de lourd, mais tu vas pas vraiment te fatiguer sur le lourd. Et après, tu vas enchaîner avec des séries, des répétitions très 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 rapides. Donc, ce qu'on appelle par exemple la méthode bulgare, ou même du super pletnef, des trucs comme ça. Mais en fait, tant que tu continues à faire de la muscu classique avec un objectif de prise de muscle, peut-être de prise de force, voilà, peu importe la vitesse, et en fait, tu vas être de plus en plus lent. Et d'un côté, moi, je trouve pas ça que ce soit un problème, si c'est pas ton objectif d'être très rapide ou quoi. Oui, on s'en fout. Mais si c'est ton objectif d'être très rapide, parce que là, il faut revoir complètement ta façon de t'entraîner et t'entraîner pour l'explosivité. Moi j'ai un copain, souvent il me dit ce que je perds le plus en vieillissant, c'est ma vitesse, l'explosivité. Donc il dit j'en fais pour en perdre le moins possible. Et je dis pourquoi pas, ok. Mais c'est pas obligé que ce soit un objectif. Aujourd'hui, c'est comme sur l'endurance. Suite à mon guide ultime de l'endurance que j'ai publié sur rudicoya.com, et j'ai dit que je cherchais 2-3 personnes à suivre sur le côté un peu endurance en termes de coaching. Et beaucoup m'écrivent et me disent voilà, moi ce que j'aimerais faire, j'aimerais améliorer mon endurance fondamentale.
Et puis je dis oui, mais c'est quoi le but? C'est c'est juste pour améliorer mon endurance fondamentale. Mais c'est comme là, pourquoi tu veux améliorer ta vitesse? C'est pour faire quoi? Donc parce qu'à chaque objectif, forcément, tu mets en place des choses différentes, et ces choses différentes, donc impliquent que tu as pu faire ce que tu fais, et donc il va falloir faire un deuil, comme disait Fabrice en début du podcast. Alors, faire un deuil, si tu veux être plus rapide, tu vas sans doute perdre un peu de muscle, parce que ton entraînement sera pas le même. Si tu veux plus d'endurance, je sais pas, tu vas faire un 5 ou un 10 km, tu vas sans doute perdre un peu de cuisses. Si tu rechignes à vouloir perdre des cuisses, il y a de fortes probabilités que tu te déclenches des douleurs, que tu te blesses, parce que tu veux tout faire à la fois. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout le même entraînement. Pour prendre du muscle, pour être fort, pour être rapide, pour être endurant. Et on en parlait avec June, je crois, il y a quelques podcasts sur un peu l'entraînement hybride où tu peux tout faire à la fois. Et la conclusion est toujours la même, c'est que tu dois choisir, bien définir tes objectifs, et ça implique des choses différentes. Moi, je suis assez pour l'exo inertiel, j'ai pas encore fini mes tests. J'avais mis un peu en pause et je compte bientôt reprendre. Mais moi, je trouve ça hyper prometteur. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins ludique que de mettre des poids sur une barre, de savoir combien tu soulèves, tout ça. Mais en même temps, dans une optique de longévité, c'est peut-être plus intéressant parce que comme tu peux pas te comparer aux autres, t'as moins l'ego qui rentre dedans, t'as beaucoup moins de repères. Et là, c'est sûr que, tiens, je pourrais te faire essayer. Si tu veux essayer, Fabrice, je veux dire que tu veux essayer. Moi, tu sais, je suis un être apaisé, alors je sais pas si je vais essayer. Mais bref, on sent vraiment tout de suite, en une ou deux, même au bout d'une séance, on a déjà gagné en vitesse et on se sent beaucoup plus dynamique. Mais c'est sûr que si tu fais ça, après, vu que t'as tiré le plus fort possible, t'as une phase négative dure, tu vas pas faire tes séries au développé couché classiquement, tu vas pas faire tes bras classiquement, parce qu'en fait t'es vidé, ton inroad, ton empiètement sur ta force nerveuse entre guillemets, est beaucoup plus basse. Donc tu peux plus faire ça. Donc ouais, c'est encore une fois une question d'objectif. Mais je pense beaucoup de bien de l'iso inertiel. C'est très peu développé et je pense qu'il y en a qui s'intéressent. Il faut suivre Gaël Faury. Faury F-A-U-R-Y, c'est l'un des meilleurs spécialistes en France sur le sujet. Je l'ai interviewé d'ailleurs et ça sortira sans doute prochainement. C'était hyper intéressant. Mais ouais, c'est bien. Mais encore une fois, tu peux pas tout faire à la fois. Et c'est pour ça que il faut savoir mettre en place des priorités et ne pas avoir peur, comme le disait Fabrice tout à l'heure, de pas faire le deuil, mais en fait d'accepter le changement, l'évolution. Moi, je trouve ça triste à chaque fois quand quelqu'un reste bloqué sur le même truc pendant X temps, quand il sait que c'est un peu perdu d'avance. Quand c'est perdu d'avance, voilà. Au bout d'un moment, tu sais très bien que ça fait 20 ans que tu t'entraînes, et tu vas pas pouvoir continuer à progresser. Tu vois bien que c'est pas possible, quoi. Alors oui, tu peux mettre en place encore plus de choses pour améliorer ta récup, avoir une meilleure hygiène de vie, tout ça. Mais à un moment, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Et en ce sens, l'entraînement pour la vitesse, pourquoi pas. L'entraînement pour être plus endurant, pourquoi pas. L'entraînement pour être plus souple, pourquoi pas. Mais faut choisir. Car moi, je suis encore dans cette optique de spécialisation et de performance que n'est plus Fabrice. Mais moi, je vois plutôt les choses comme ça. Le chien va te faire un salto. C'était exceptionnel, non? C'était pas mal, hein. C'était pas mal. Et bref, donc voilà comment je vois les choses et ce que j'avais à dire sur la réponse à notre ami. Fabrice, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je voulais dire, il faut faire attention non plus parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui tombent dans cette espèce de piège. Moi, j'appelle ça, c'est le système capitaliste où tout doit être fait en fonction d'un objectif donné. Donc là, la personne, elle dit, je veux développer mon endurance fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour développer mon endurance fondamentale? Alors qu'elle pourrait déjà aller marcher 1h30 tous les jours et en gros, elle développe son endurance fondamentale sans avoir pensé qu'elle développait son endurance fondamentale. Donc de la même façon, voilà. Il y a des fois, faut un peu oublier l'objectif et puis je sais pas, simplement faire les activités, puis c'est l'activité en elle-même qui va te donner vers un objectif que tu n'aurais pas nécessairement pensé. Donc si quelqu'un sur sa chaise toute la journée puis qui fait ses 3 séances de muscu par semaine puis qui veut développer son endurance fondamentale, déjà va marcher, quoi. Puis des fois c'est des basiques, quoi. Le mot endurance fondamentale, ça fait que depuis quelques podcasts que je l'entends avant. Quand on était gamin, on parlait de ça, endurance douce, endurance fondamentale. Un petit peu. Résistance dure. On appelait ça courir 5 km, 10 km ou je sais pas quoi. En fait, à un moment donné, si tu veux, on est plus sur l'objectif que la pratique en elle-même. Je sais pas comment t'expliquer, quoi. Voilà, l'endurance fondamentale, ça s'appelle aller marcher, tu vois, ou faire une activité. Ou courir doucement. Ouais, c'est ça. Enfin, à un moment donné, faut pas trop compliquer, faut pas mettre toujours l'objectif en avant et déjà se réapproprier les choses simples de la vie, quoi. C'est comme si on disait moi j'aimerais manger, je sais pas moi, plus de vitamine C ou quelque chose comme ça. Quel fruit je dois manger pour avoir plus de vitamine C? T'as envie de lui dire mange des fruits, des légumes et puis t'auras ta vitamine C. Enfin. Et prends tes compléments super physiques, notamment le super vitamine. Voilà, bon ça c'est pour d'autres vitamines qui sont peut-être plus difficiles à obtenir que la vitamine C, mais voilà, à un moment donné, faut arrêter d'aller chercher pile l'objectif et simplement c'est chercher l'hygiène de vie, puis les objectifs viennent un peu d'eux-mêmes dès lors qu'on veut pas faire de l'endurance fondamentale de compétition. Voilà.
C'est ça. Et puis je voulais rajouter sur l'explosivité. Alors si jamais il y en a qui sont à fond dans la muscu puis qui deviennent gros, lourds et lents, et puis que tout d'un coup ils se disent ah mince, ils ont vu une vidéo YouTube avec un type explosif puis ils se disent ah moi je veux développer mon explosivité. Et tout d'un coup, l'envie leur prend du coup de faire de la pliométrique, genre de faire du squat sauté, éventuellement aller avec une barre sur les épaules, soyons fous, et éventuellement sur une box, allons-y gaiement, ou encore des pompes claquées. Alors je veux dire que tout ce qui est pliométrie, c'est hyper traumatisant. Donc si en plus vous n'en avez jamais fait et qu'en plus vous êtes lourd parce que vous savez faire de la muscu pour l'hypertrophie et que vous avez eu des gros muscles et que donc c'est pour ça que vous êtes lourd et lent, et ben c'est un bon moyen pour avoir mal partout, c'est d'aller viser une explosivité qui sert à rien en faisant de la pliométrie ou des exercices inhabituels. Tout ce que vous allez gagner, c'est vous niquer pour pouvoir dire que vous êtes explosif. Une explosivité qui servira à rien de toute façon. Donc ça sert à rien. Moi, je voudrais développer mon explosivité, Rudy, pour pouvoir marcher plus explosif. C'est vrai que t'es un peu lent. Ouais. Je suis un peu lent dans ma marche explosive. Ouais. Enfin. Non mais c'est pour ça que je finis là-dessus. J'ai bien résumé les alternatives à la pliométrie dans l'article Comment devenir explosif en kayak. Donc il suffit de taper ça, c'est sur secretdukayak.org pour ceux qui veulent y aller directement. Et justement avec l'iso inertiel, l'utilisation des élastiques et l'utilisation d'autres techniques d'entraînement. Donc bref, j'ai tout résumé dans cet article qui est un peu long à lire comme à mon habitude, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à aller le lire. Rudy, est-ce que tu as un exercice pour que je puisse renforcer mes doigts parce que là je gratouille la bête depuis 5 minutes et je pourrais être plus performant, je pense, pour gratouiller la bête. Il me faudrait un exercice. Il faudrait un petit exercice. Alors peut-être si j'avais une balle de tennis, je pourrais m'amuser à la serrer et la fermer tous les jours. Comme ça, après, je serais endurant fondamental pour gratter la bête. Écoute, je te vends une balle pour ça au prix de la modique somme de 99,99 €, valable seulement 2 heures. Allez, disons au revoir à tout le monde, mon cher Rudy. Allez. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.